Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une émission exceptionnelle puisque nous accueillons aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, le vénérable Thupten Godub, le Nechung, l'oracle personnel de sa sainteté le Dalai Lama et du Tibet. Depuis 600 ans, la tradition consiste à entrer en communication avec l'esprit du Nechung, une déité tibétaine, par l'intermédiaire d'un homme. 13 médiums se sont succédés à ce jour. Alors, quelle est l'importance de ces oracles? Quelles responsabilités ont-ils en charge? Et enfin, quelle est l'histoire personnelle du vénérable Thupten Godub? Comment est-il devenu un des personnages les plus importants dans l'entourage du Dalai Lama? Nous allons poser, sans plus attendre, toutes ces questions à notre invité. Vénérable Thupten Godub, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'abbé du monastère de Nechung à Dharamsala, en Inde. Vous êtes également l'oracle personnel du Dalai Lama et du Tibet. Vous êtes en France aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre autobiographie aux presses de la Renaissance, une autobiographie écrite, je le précise, en collaboration avec Françoise Beautregardet et Laurent Dehaye. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, Vénérable. Mais avant de continuer, je vous propose de visionner dès à présent un petit sujet sur la vie de notre invité. Les images sont extraites du documentaire réalisé par Françoise et Michel Gardet. Nous sommes à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. C'est ici que vivent le Dalai Lama, son gouvernement en exil, ainsi que plus de 200 000 réfugiés tibétains. Parmi les principaux monastères, celui de Nechung tient une place particulière. Son abbé n'est autre que le médium de l'esprit du Tibet, le Nechung Chokyang. Cet esprit protecteur communique avec le Dalai Lama grâce au corps physique d'un moine, appelé Kuten, dont il prend possession au cours de transe. Les préparatifs sont alors effectués avec précision par les moines. L'encens, la musique et les prières sont autant de marques de bienvenue à la déité. Dès le début de la cérémonie, l'oracle commence sa danse rituelle malgré le poids de son costume, plus de 40 kilos. Une fois les messages délivrés à sa sainteté le Dalai Lama, l'oracle va bénir les fidèles qui l'attendent depuis plusieurs heures déjà à l'extérieur du temple. Mais lorsque son état de médium le quitte, le vénérable Thupten Godub reprend ses activités quotidiennes de simple moine. Parmi ses principales occupations, la gestion du monastère de Nechung, où près d'une centaine de moines étudient sous sa responsabilité. Et dès que son emploi du temps lui permet, il se consacre à ses deux passions, les arts sacrés et le jardinage. Une façon de redevenir, pour quelque temps, un simple moine bouddhiste. Alors, Vénérable, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe différents types de médiums dans la tradition tibétaine? Alors, effectivement, on peut dire que dans la tradition bouddhiste, telle qu'elle s'est diffusée au Tibet, il se trouve un bon nombre de divinités. Mais celle qui est appelée le Kuten Chokyang, en fait, est unique. Donc, il n'y a pas au même instant plusieurs types de médiums destinés ou dédiés à cette divinité. Alors, qui est plus précisément le Nechung, Vénérable? On l'appelle aussi, je précise, le Dorje Dragten. En fait, le Dorje Dragten est un nom, c'est le nom d'un Dharmapala, d'un protecteur du Dharma, et il est associé donc au monastère de Nechung, donc c'est son nom particulier. Alors, Vénérable, il existe différentes façons de devenir Kuten dans la tradition tibétaine, que ce soit de père en fils, donc dans une lignée familiale, ça peut être aussi par connexion karmique, et dans votre cas, c'est encore différent. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter?
Il y a tout d'abord les lignées que l'on peut appeler effectivement les lignées familiales. C'est l'un des membres de la famille qui va instruire un plus jeune et qui lui-même, grâce à cette instruction, va s'élever jusqu'à un certain niveau de connaissance et de réalisation et lui-même donc aura à charge de l'éducation de son successeur qui se trouvera également dans cette même famille, dans ce même clan. Une deuxième tradition de transmission, donc c'est une transmission plus initiatique de maître à disciple. Pour ce qui est du médium en fait du monastère de Nechung, eh bien il n'en est pas ainsi puisque l'on dit pratiquement que c'est en fait le protecteur Dorje Dragden qui fait le choix de celui qui sera son médium et certains signes attestent de ce choix et ce choix devant être validé à la fois par Sa Sainteté le Dalai Lama et par les membres du gouvernement, les membres importants du gouvernement, et ce n'est qu'à au final, donc, la personne deviendra le médium du Nechung. Vénérable, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les fonctions de l'oracle de Nechung? L'oracle de Nechung est le protecteur auquel il est associé, donc Dorje Dragden, eh bien, œuvre justement à la propagation de cette activité protectrice de Dorje Dragden. Dorje Dragden est l'un des nombreux Dharmapala, puisque c'est ainsi qu'on les appelle en sanskrit, donc en tibétain, ce sont des Chokyong, des protecteurs de l'enseignement. Ce sont ceux dont l'activité donc est destinée à protéger, à soutenir, à faire barrage à l'adresse de tous ceux qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, nuire à l'enseignement du Bouddha. Alors, Vénérable, il existe de nombreuses prédictions des oracles de Nechung qui se sont ensuite vérifiées. On pense bien évidemment à l'épisode de la fuite du Dalai Lama. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En 1956, donc lui et d'autres grands lamas, en particulier le Panchen Lama, donc avaient été conviés sur le territoire indien pour y participer à une grande fête liée aux 2 millénaires et demi ayant fait suite au passage du Bouddha en Inde. À cette occasion, déjà, quelques-uns des médiums donc émettaient l'hypothèse qu'il allait devoir rester sur le territoire indien et qu'il ne devrait pas retourner, en fait, pour préserver son intégrité physique, il ne devrait pas retourner au Tibet. Mais les avis étaient partagés et finalement, donc, malgré les prédictions de certains médiums, eh bien, il retourna dans son pays en 1956, après ces cérémonies et ces festivités qui avaient eu lieu sur le territoire indien. Néanmoins, la situation allait en se dégradant d'année en année, donc les Chinois, les troupes chinoises prenaient de plus en plus d'emprise sur le pays et même sur la capitale. Et au final, en 1959, donc les positions des médiums, en fait, et en particulier du médium de Nechung, c'est-à-dire mon prédécesseur, en fait, demeurait néanmoins la même. C'est-à-dire, il disait, il faut que vous restiez au Tibet jusqu'au dernier moment, lorsqu'il se trouvait dans son palais d'été du Norbulinka, où il était dans un ultime retranchement menacé par les troupes chinoises qui tentaient de l'attirer dehors. Et ce n'est qu'à cet instant, donc, l'oracle de Nechung, eh bien, lui fit cette prophétie très directe, très immédiate, de quitter le pays. Et c'est à cet instant qu'il le fit, effectivement. Sa Sainteté le Dalai Lama doit donc sa vie sauve à cette prédiction. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, Vénérable, que l'on revienne sur votre histoire personnelle, car vous êtes né pendant la pire période au Tibet. C'était 1 an avant l'invasion chinoise. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Comment s'est-elle déroulée? Effectivement, donc je suis né en 1957 au Tibet, dans une période qui fut certainement la pire pour nous autres Tibétains, puisque à peine 2 ans après ma naissance, eh bien notre pays perdait sa complète indépendance et tombait sous la coupe de nos voisins chinois. Bien évidemment, jusqu'à 4 ou 5 ans, je vivais un peu dans l'insouciance
conscience de la jeunesse, de l'enfance, mais rapidement, donc j'ai pris conscience de l'immense difficulté, de l'immense désarroi dans lequel se trouvaient en fait tous nos compatriotes, puisque bien évidemment cette peine et cette souffrance n'était pas la mienne personnelle, elle était partagée en fait par tous nos compatriotes, et j'ai pu assez rapidement, en grandissant, m'apercevoir du désarroi dans lequel se trouvaient mes propres parents, désarroi qui fit que assez rapidement, âgés de 8 ou 9 ans, et bien de s'enfuir, de quitter le Tibet, c'est ce que nous fîmes, et tout d'abord nous allâmes au Bhoutan, et ensuite nous émigrèrent en Inde. Alors, Vénérable, vos ancêtres ont profondément marqué l'histoire du bouddhisme tibétain. Vous-même, vous avez décidé de devenir moine très jeune, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous êtes rentré dans le monastère de Nechung ? Dès mon plus jeune âge, j'ai eu ce souci, cette envie d'entrer dans les communautés monastiques, de devenir moine. Ceci ne pouvait pas véritablement se réaliser, puisque tant que j'étais au Tibet, eh bien, je ne pouvais pas le faire. Les communautés monastiques avaient été dévastées, aussi bien les communautés de moines ou de moniales, mais également les lieux, donc il n'y avait pas cette possibilité. Lorsque plus tard je suis arrivé en Inde, eh bien, ce désir était toujours en moi, et j'en fis rapidement part à mon père. Et mon père, bien heureusement, donc m'a soutenu dans ce projet, dans cette volonté de devenir moine. Mais à cette époque, en fait, il n'existait pas encore le monastère de Nechung. Celui-ci n'avait pas été encore reconstitué. Et j'ai dû aller donc j'ai des connaissances, des proches, en fait, dans la région de Dharamsala, donc où je m'apprêtais à entrer dans cette voie de formation en fait monastique, mais sans lieu particulier. Il se trouve qu'il y avait également un autre monastère de Godong dans lequel il se trouve un oracle qui lui donc fut informé du fait que quelques personnes, dont moi-même, donc avions ce projet de reconstituer le monastère de Nechung, et c'est lui donc qui œuvra tant et tant par ses efforts et son abnégation pour nous permettre au final de reconstituer cette toute petite communauté monastique qui par la suite est devenue donc le monastère de Nechung. À quel moment, Vénérable, avez-vous perçu les premiers signes indiquant que vous étiez l'oracle de Nechung ? Alors cet instant se situe en fait durant l'année 1987, donc dans ce monastère de Nechung qui avait été reconstitué et dans lequel je faisais partie de la communauté des moines qui s'y trouvait. Donc, eh bien, je fus tout d'abord atteint par une sorte de langueur, une sorte de maladie qui dura plusieurs journées, durant lesquelles donc j'étais comme vidé un peu de ma substance, de mon énergie, et ensuite donc il y eut également un certain nombre d'autres signes, en particulier donc durant les rêves. Là, je voudrais seulement vous reporter donc l'ouvrage que j'ai écrit, dans lequel vous pouvez retrouver bon nombre de ces rêves. Le 31 mars 1987, durant un rituel qui se fit en présence des moines de la communauté de Drepung, du grand monastère de Drepung, eh bien, c'est là où véritablement l'on dit que la divinité est descendue en moi et s'est exprimée par le biais de mon être. Ce qui s'est dit à ce moment-là, ce qui s'est écrit à ce moment-là a été reporté à sa sainteté le Dalai Lama, qui lui-même donc a attesté du fait que, eh bien, j'étais devenu en quelque sorte le nouveau médium du protecteur Dorje Dagden. Merci beaucoup, Vénérable, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette entrevue. Merci beaucoup. Merci, madame. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous rappelle le livre de notre invité en collaboration avec Françoise Beautregardé et Laurent Dehaye, Nechung, l'oracle du Dalai Lama, publié aux Presses de la Renaissance, ainsi que le DVD L'oracle d'État du Tibet, chez Inspiration Productions, dont vous avez pu voir quelques extraits au début de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de cette rencontre exceptionnelle.